c'est Serge-Olivier Rondeau, je suis réalisateur. Je présente ici au festival un film qui s'appelle Les Héritiers, qui suit une colonie de goélands à Bec-Cerclé, la plus grosse en Amérique du Nord, durant leur cycle de reproduction qui se fait à Montréal, sur une petite île qui s'appelle l'île des Lauriers. Ils ont choisi d'aller là parce qu'il y a le plus grand dépotoir au Canada à 6 km à vol d'oiseau. Ça leur permet de trouver de la nourriture pour leurs oisillons très facilement. La raison pour laquelle je fais ça, c'est vraiment un hasard, en fait. J'ai entendu parler par un article qu'il y avait des fauconniers qui travaillaient au site d'enfouissement de la Chenaie. Puis pendant la visite, un des fauconniers m'a dit on a besoin de faire cette gestion de la faune-là avec des faucons parce qu'il y a la plus grosse colonie de goélands à Bec-Cerclé en Amérique du Nord. C'est extrêmement dur d'accès. J'ai essayé de voir s'il y avait des gens qui allaient sur cette île-là et tout ça, puis j'ai trouvé l'équipe de scientifiques qu'on voit dans le film. Donc la première fois que j'ai pris le bateau avec eux pour traverser, pour aller à l'île, j'ai vu la colonie de loin, puis j'ai tout de suite su qu'il y avait un film à faire, qu'il y avait comme une ambiance, une énergie. J'ai pas voulu parler à d'autres cinéastes animaliers. J'ai voulu garder ma méthode, qui est plus proche de l'ethnographie, c'est-à-dire de passer énormément de temps sur le terrain à observer, d'arriver avec le moins de préconceptions possible, puis de me laisser guider par les gens que je suis, en fait, que j'observe. Dans ce film-là, les animaux sont vraiment au centre. Cette colonie d'oiseaux-là est vraiment comme frontalement mise de l'avant. C'est les protagonistes principaux. Ça, c'est la première fois que je faisais ça. Effectivement, je ne suis pas un cinéaste animalier normalement. Mon idée principale en mettant les goélands au centre, c'était d'inverser le rapport habituel qu'il y a au cinéma, mais aussi souvent en recherche, c'est-à-dire de mettre les humains au centre, de faire en sorte que les humains expliquent ce qui se passe autour. Donc, à partir de là, je n'ai pas voulu qu'il y ait de dialogue qui soit explicatif. Je n'ai pas voulu utiliser de narration, ni même de musique. C'est essentiellement les goélands qui nous guident à travers leur écosystème, mais aussi leur son, leur voix. Donc, j'ai fait une cache au printemps sur l'île avant que les goélands arrivent. On l'a positionné sur l'île de sorte à ce que je puisse rentrer par derrière, donc eux ne me voyaient pas. Je passais des périodes de comme 10 à 12 heures dans la cache. Toutes mes journées étaient longues, c'était du lever au coucher du soleil sans sortir de la cache. La cache faisait, je ne sais pas en centimètres, là, je l'ai juste en pieds, mais 6 pieds par 6 pieds, à peu près 195 cm par 195 cm, ce qui est plus petit que moi. Fait que je ne pouvais pas me lever, j'étais comme accroupi toute la journée dans la cache. J'avais toujours un biologiste avec moi, un technicien de la faune, puis il y avait une autre cache mobile, lui, il la déplaçait. Donc, lui, il me disait un peu qu'est-ce qui pouvait se passer aussi à l'extérieur, parce que la seule façon de voir à l'extérieur de ma cache, c'était à travers mon moniteur de caméra. J'ai beaucoup travaillé sur les enregistrements sonores. Il n'y a pas de recours à aucune banque de sons. C'est que des sons que j'ai enregistrés sur place. Tout est post-synchronisé. On a fait des recherches sur les cris de goélands avec des articles scientifiques. Donc, chaque cri qui a été resynchronisé, c'est vraiment en respectant leurs intentions. Puis les goélands ont un accent. Fait que les goélands de Montréal ne sonnent pas exactement comme les goélands, par exemple, de la côte ouest canadienne. Donc, pour moi, c'était un peu trahir leurs intentions de faire ça. Et donc, on a vraiment cherché à mettre les goélands de l'avant sans que les humains viennent expliquer quoi que ce soit à partir de leur comportement. Donc, c'est vraiment un truc où il faut rentrer. C'est très, très immersif. On a une expérience commune animale du monde, puis qu'on peut, en quelque sorte, avoir une sorte d'empathie ou de rentrer un peu dans leur monde à partir de notre expérience à nous qui est aussi animale. Pour moi, c'est devenu, avec mes recherches en sciences sociales, évident qu'il y avait quelque chose à faire de l'ordre de représenter au cinéma, mais aussi dans la recherche, toutes les masses manquantes qui, pour moi, sont les non-humains, que ce soit les animaux, les plantes, la technologie. Donc, pour moi, le documentaire sert vraiment à leur donner une présence. Pour moi, un geste politique, au sens où de suivre ces animaux-là qui sont mal aimés, qui sont considérés comme des nuisances, ça nous donne une autre lecture de notre monde, du monde qu'on partage avec ces espèces-là, qui sont des espèces qui, dans un temps d'extinction de masse, eux, savent profiter des crises que nous, on cause pour proliférer. De leur donner une voix, pour moi, c'est un peu le rôle du cinéma documentaire. Puis je crois que le cinéma est un excellent outil pour donner à voir et à sentir d'autres perspectives, mais aussi pas juste d'autres perspectives humaines, mais d'autres perspectives non humaines. Ah ben pour moi, je suis vraiment heureux. Moi, Jean Rouch, c'est un modèle. Présenter mon film
qui est fait avec une approche ethnographique, mais je veux dire, je suis un cinéaste aujourd'hui, je ne suis pas anthropologue, je ne prétends pas anthropologue, mais j'utilise une approche ethnographique, c'est juste dans ma démarche. Et de pouvoir le présenter dans un festival de cinéma ethnographique, pour moi, c'est un honneur. Je suis vraiment touché de pouvoir le faire.